Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors, on va commencer une petite session de rattrapage de ce que vous avez peut-être ou pas raté pendant les vacances et de ce que moi j'ai raté pendant l'année dernière. Parce qu'il y a quelques articles dont je n'ai pas parlé l'année dernière et dont j'aurais dû parler parce que quand même c'était des news assez sympa, donc on va diviser cette petite vidéo en deux parties, les rattrapages des vacances et les rattrapages de tout 2021. Donc on commence par les news qui sont sorties pendant les vacances, et évidemment, vous n'avez certainement pas raté cette image, l'Oviraptor dans son œuf, magnifique. Vous l'avez certainement vu passer sur Twitter, hein, j'ai partagé cette photo-là sur Twitter. Donc cette image qui a fait le tour d'internet en général, pas seulement par mes réseaux sociaux évidemment, mais aussi tous les médias l'ont repartagé. C'est donc l'œuf d'un Oviraptor qui nous vient évidemment du désert de Gobi, donc il me semble que c'est la partie chinoise. Non, c'est pas du désert de Gobi, mais c'est des niveaux équivalents au désert de Gobi, donc fin du Crétacé et chinois. Côté chinois, et vous avez ici la reconstruction donc de cet œuf. Ils l'ont fait jaune poussin, hein, histoire que ça ressemble bien à un petit poulet. Mais voilà, on voit tout, quoi. Il y a le crâne ici, la colonne vertébrale là, le bassin, le pied, enfin la jambe ici qui est repliée. On voit là les os du bras normalement qui sont ici, voilà, les os du bras qui sont dans ce coin-là. Et puis évidemment, on a la queue juste là. Donc ça, c'est l'image qui a circulé et qui a eu beaucoup de succès, et cette image, elle nous vient de cet article qui nous est proposé par Linda Xing et ses collègues, notamment Stephen Brussat, qui est désormais relativement célèbre, même dans le web francophone, j'ai envie de dire, puisque c'est lui qui est le conseiller sur Jurassic World Dominion. Jack Horner a été retiré du jeu, et maintenant c'est Stephen Brussat qui le remplace. Et vous avez certainement vu passer son livre récemment sur les dinosaures, un livre qui est sorti, qui a été traduit tout récemment en français sur les dinosaures. Donc bref, et Linda Xing, que vous connaissez certainement pour Oculus Dentavis. Voilà, Linda Xing qui est donc qui était aussi premier auteur. Linda Xing, qui était premier auteur sur Oculus Dentavis, qui est le petit oiseau retrouvé, le crâne d'oiseau retrouvé dans l'ambre, qui était en fait pas un oiseau mais un lézard, et l'ambre venait de Birmanie, donc c'était aussi quelque chose de très éthiquement contesté, puisque en Birmanie, basiquement, c'est des esclaves, entre guillemets, hein, des ouvriers en tout cas sous-payés et surchargés, qui extraient l'ambre dans lequel les fossiles se trouvent. Bon, là, il n'y a pas de problème éthique avec, en tout cas pas qu'on sache pour l'instant, il n'y a pas de problème éthique avec cet Oviraptor, puisqu'il vient de Chine, voilà. Donc, c'est des chercheurs chinois, Li Daxing, et ses collègues, chercheurs chinois qui travaillent sur des fossiles chinois, donc a priori, je veux dire, s'il y a un problème éthique, c'est de eux-mêmes avec eux-mêmes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il y a une transparence assez nette sur l'origine du fossile, pas de souci. Alors, donc ce fossile, il vient de cette publication-là. Et alors, quand j'ai lu la publication, en fait, ce qui m'a vraiment intéressé, j'ai envie de dire, c'est à quel point il y a eu un engouement sur Internet à propos de ce fossile, qui est très joli, hein. Je veux dire, il est très 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 joli, mais là, c'est le contraste en fait entre l'engouement qu'a suscité le fossile et ce que ce fossile nous apprend réellement de nouveau. Parce que dans l'absolu, c'est un Oviraptor, un Oviraptoridé. On n'est pas capable de l'identifier mieux que ça, mais c'est un Oviraptoridé, mais des embryons d'Oviraptoridés dans leurs œufs, on en avait déjà trouvé avant. Il est joliment enroulé, certes, mais des embryons joliment enroulés, on en avait déjà trouvé avant, et des plus vieux que ça. Ça date du Crétacé, mais du début du Jurassique, on a Musaurus et Massospondylus, donc voilà par exemple Massospondylus, un embryon de Massospondylus, dans son œuf, on voit la membrane, la petit bout de coquille là par exemple, et puis là aussi. Donc c'est un Massospondylus dans son œuf, et il est bien enroulé tout pareil, avec les os de la jambe ici, les os du bras là. Donc c'est pas nouveau non plus d'avoir un embryon dans son œuf, c'est pas non plus le plus vieux embryon dans son œuf. C'est des fossiles, donc comme je l'ai dit, qui viennent du désert de Gobi et des niveaux équivalents en Chine,
donc c'est pas rare de trouver des choses très très bien préservées à cet endroit-là. Au-delà du fait qu'il est très joli, et ça je suis d'accord, c'est un superbe fossile, je suis jaloux. Mais au-delà du fait que ce fossile est très joli, êtes-vous capable de me dire ce qu'on a appris grâce à ce fossile? Bah allez-y, c'est pas évident. C'est pas évident, donc ce que nous a appris ce fossile, c'est que, comme les oiseaux, les oviraptoridés bougeaient dans leur œuf, en fait, vers la fin de leur développement, ce qu'on appelle le tucking. Ils se déplacent dans leur œuf, et en fait la tête passe en dessous du bras, ce qui, a priori, leur donne un meilleur angle d'attaque pour péter la coquille. C'est la seule chose nouvelle que ce fossile nous apprend. Donc c'est pas inattendu, je veux dire, les oviraptoridés étant parmi ces dinosaures théropodes très très proches des oiseaux. En plus, ils ont un bec, donc je veux dire, on s'attendait pas à autre chose, j'ai envie de dire. Il y a une chose qui a contribué au succès, enfin au fait que ce truc a fait le buzz, c'est qu'il y a des gens qui ont compris, je sais pas trop comment, mais qui ont compris qu'on avait un embryon de dinosaure vivant, en fait. Parce qu'évidemment, il y a les médias qui n'ont pas envie de partager des photos de fossiles. Au lieu de partager cette photo-là, on partageait cette photo-là. Bon, moi j'avais fait exprès un montage pour mettre le fossile avec l'animal en même temps, histoire que justement on comprenne que la reconstruction venait pas de nulle part. Mais comme la plupart des médias ont partagé directement le fossile, enfin la reconstruction elle-même et pas la photo du fossile, il y a des gens qui ont cru. Là, vous voyez c'est quand même une reconstruction hyper réaliste. Hein. Et vous verrez, il y a des vidéos. Allez voir les vidéos de ce truc-là. Il y a des vidéos qui sont très très belles. Parce que ça c'est une sculpture 3D et qui a été aussi animée du coup. Donc il y a des vidéos de ce truc-là animé, c'est assez impressionnant. Donc bref, il y a des médias qui ont partagé uniquement ça et du coup c'est tellement réaliste qu'il y a des gens qui ont cru qu'on avait vraiment recréé un dinosaure. Mais non, je veux dire, évidemment que non. Tout ça part du fossile. Ça me rappelle quand j'étais gamin et que quand on me parlait d'embryons de dinosaures, moi, je me représentais pas un embryon fossilisé de dinosaure, je me représentais un embryon de dinosaure vivant, quoi. Mais non, c'est pas parce qu'on retrouve un embryon de dinosaure dans son œuf que le dinosaure est vivant à l'intérieur. C'est un embryon fossilisé. Donc je pense que ça a dû participer au buzz qu'a généré cette nouvelle. On reste dans les reptiles géants du Mésozoïque, avec maintenant des ichthyosaures, pardon, pas des mosasaures justement, des ichthyosaures. Donc bon, on était au Crétacé, mais maintenant on part dans les confins du Trias, aux alentours de 246 millions d'années, pour découvrir donc Symbospondylus dont je veux vous montrer le crâne. Vous voyez, c'est un très joli crâne, très très bien préservé, et qui fait à peu près 2 mètres de long, donc qui est à peu près... qui est plus grand que moi. Je fais 1m80, donc c'est un crâne qui est quand même plus grand qu'un grand, enfin qui est aussi grand qu'un très grand être humain, voilà. Donc c'est juste le crâne, donc c'est quand même assez balèze. C'est un très très beau spécimen de Symbospondylus, et alors ce qu'il y a d'intéressant à propos de ce spécimen, c'est que c'est un très très grand ichthyosaure qui vient du Trias, et pas de n'importe quand. Dans le Trias, il a 246 millions d'années. 246 millions d'années, alors l'extinction Permien-Trias, c'est-à-dire le début du Trias, c'est 252 millions d'années. Les ichthyosaures apparaissent à 249 millions d'années, donc quasi instantanément, je veux dire seulement 3 millions d'années après l'extinction Permien-Trias. Et à 246 millions d'années, on a déjà des monstres comme Symbospondylus, vous voyez, qui est reconstitué ici. On a déjà des monstres avec des crânes de 2 mètres de long. Et du coup, ça a fait comparer à ces auteurs-là, ça leur a fait comparer en fait l'évolution du gigantisme chez les ichthyosaures comparé aux cétacés. C'est ce qui est représenté sur ce graphe. Donc vous avez les ichthyosaures en bleu foncé, vous avez les cétacés ici en bleu clair, et vous avez le temps ici, et vous avez la taille. Donc la taille du corps ici, c'est en échelle logarithmique, je pense, parce que 0,2, 0,4, ça m'étonnerait que... Non, c'est pas une échelle logarithmique. Ça doit être en tonnes, du coup. Mais en tout cas, c'est la taille. Et la chose qu'il faut voir, en gros, c'est que vous voyez les cétacés, donc c'est l'origine des cétacés et l'origine des ichthyosaures est placée sur le 0. Hein, parce qu'évidemment, si on les mettait sur une échelle des temps géologiques, l'origine des cétacés, elle serait par là, sur la droite de l'écran. Mais là, donc l'origine des cétacés et l'origine des ichthyosaures est placée sur le 0. Et en fait,
vous voyez que les tailles géantes chez les cétacés ne sont atteintes que sur la toute fin de leur évolution, alors que les tailles géantes chez les ichthyosaures sont atteintes immédiatement au début de leur évolution. Et ça, c'est intéressant, en fait. Les ichthyosaures ont d'abord commencé par être gigantesques. Alors, en réalité, ils ont d'abord commencé par se diversifier en termes de taille. Donc, vous voyez qu'il y a une explosion dès le départ d'une grande variété de tailles, hein, des plus petits aux plus grands, et qu'ensuite cette variété de taille va diminuer jusqu'à atteindre des tailles modérées grandes, sur la fin de l'évolution des ichthyosaures. Waouh, je vais y arriver. Donc en fait, les ichthyosaures ont fait le chemin inverse des cétacés. Les cétacés ont démarré avec très peu de diversité de taille et ont ensuite augmenté la diversité de leur taille avec aujourd'hui, on a tout du marsouin qui est un petit dauphin jusqu'à la baleine bleue qui est le plus grand animal qui ait jamais vécu. Et chez les ichthyosaures, c'est l'inverse en fait. Ils ont tout fait au Trias. Et puis arrivé au Crétacé, juste avant qu'ils s'éteignent, là ils étaient pépères dans leur zone de confort. En fait, ils ont réduit leur zone de confort, si vous voulez, au fur et à mesure qu'ils évoluaient. Donc c'est plutôt intéressant. Et cet article du coup qui est paru, c'est un gros papier, hein, c'est paru dans Science, donc c'est quand même un gros truc. Cet article donc essaye d'expliquer pourquoi, mais le fait est qu'on n'y arrive pas vraiment. Enfin, évidemment, ils mettent ça sur l'abondance de nourriture, puisque ce nouveau Cymbospondylus a été découvert dans une formation qui est très très riche en autres fossiles, notamment d'ammonoïdes. Donc il y a beaucoup de nourriture. Ce qu'ils disent en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture qui était accessible à ce Cymbospondylus. Donc oui, l'existence de grands ichthyosaures était possible. Maintenant, la question du pourquoi sont-ils devenus géants, et puis il y a aussi la question du comment sont-ils devenus géants, parce qu'on est juste après l'extinction Permien-Trias. Bon, il faut bien admettre que juste après l'extinction Permien-Trias, on est dans un environnement qui est extrêmement perturbé. Donc en fait, on est sur un environnement qui a beaucoup de niches écologiques vacantes, et on est sur un environnement qui est aussi extrêmement perturbé, donc qui, entre guillemets, permet un peu toutes les excentricités. Voilà, alors que les cétacés, ils trouvent leur origine quand même assez longtemps après, en tout cas les premiers fossiles de cétacés viennent assez longtemps après l'extinction Crétacé-Tertiaire, au moins 10 millions d'années après. Les premiers fossiles de cétacés ont 53 millions d'années, donc l'extinction Crétacé-Tertiaire a 66 millions d'années, donc on est à 13 millions d'années de différence, et donc ils commencent petits et ils ne vont pas se diversifier immédiatement. Donc c'est intéressant en fait de contraster les deux, et c'est donc un phénomène intéressant, bien que honnêtement même cet article qui tente de répondre à la question du pourquoi est un peu léger au niveau des réponses, mais bon, c'est pas une question facile non plus. Donc on s'attendait pas non plus à ce qu'il trouve une réponse magique comme ça. Voilà, mais n'empêche que les ichthyosaures, après 3 millions d'années, en fait, avaient déjà atteint le maximum de diversité en termes de taille corporelle. 3 millions d'années après leur apparition, ils avaient conquis plus de niches écologiques en termes de taille corporelle qu'ils ne vont jamais en occuper après le Trias. Parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois passé le Trias, par là, il y aura plus d'ichthyosaures aussi grands, à part Temnodontosaurus, c'est ce qu'ils disent un peu plus loin. Les ichthyosaures les plus grands, ce sont Chonisaurus, avec un crâne de 2 mètres 75, et Chashtasaurus, avec un crâne de 3 mètres. Et tout ça, c'est du Trias. C'est ce qu'ils disent ici, voilà, de la fin du Trias. Et vous avez Temnodontosaurus, qui est un des plus grands aussi, et qui lui vient du Jurassique inférieur. Donc on est juste après, c'est littéralement ce qui vient juste après le Trias supérieur. Hein. Donc pendant le Trias et au début du Jurassique, les ichthyosaures sont gigantesques, et d'un seul coup, ils arrêtent d'être gigantesques, ils trouvent une zone de confort ailleurs, et ne retourneront plus à des tailles gigantesques. Donc c'est plutôt intéressant comme pattern. C'est un article aussi qui est intéressant parce qu'il nous rappelle pourquoi pourquoi on préfère travailler sur des tailles de crâne plutôt que sur des tailles corporelles. Parce que là, vous voyez, les tailles corporelles estimées pour Cymbospondylus vont de 44 tonnes à 135
tonnes. Donc c'est quand même pas mal. Non, même pas, la moyenne est à 44 tonnes, le maximum est à 135 tonnes et le minimum estimé est à 14 tonnes. Donc vous avez quand même, entre 14 tonnes et 135 tonnes, il y a quand même un facteur 10 entre les deux. Hein. Il y a un ordre de grandeur entre les deux. Donc je vous rappelle notre petite vidéo sur le brachiosaure et quel était le plus gros dinosaure. Hein. C'est exactement ce qu'on vous dit à la fin. Hein. C'est les estimations de taille corporelle. Faut pas s'y fier, quoi. On peut pas s'y fier dans l'absolu. C'est des tailles de corporelles relatives qu'il faut comparer, mais on peut pas s'y fier dans l'absolu. C'est pour ça qu'ils regardent, c'est pour ça que tous leurs graphes et toutes leurs études sont faites sur la taille du crâne et rien d'autre. Même si la proportion du crâne par rapport au reste du corps change chez les ichthyosaures, les premiers ichthyosaures ayant un crâne relativement court par rapport au reste du corps comparé aux ichthyosaures tardifs, j'ai envie de dire, qui eux avaient un crâne relativement gros par rapport au reste du corps. Le problème, c'est qu'on peut pas se fier à ces estimations de masse, quoi. Il faut absolument regarder, enfin ces estimations de poids, il faut regarder une métrique qui est comparable entre tous les individus, quoi. Et ça, c'est la taille du crâne, c'est encore ce qu'on fait de mieux. Voilà, donc c'est une étude qui est très très intéressante parce qu'elle pose des questions très très intéressantes et notamment cette question du mais qu'est-ce qui s'est passé avec c'est quoi la différence finalement entre un cétacé et un ichthyosaure pour que les deux aient suivi des trajectoires évolutives si différentes alors qu'au final les ichthyosaures c'est quand même les trucs qui vont ressembler le plus à des dauphins. Les ichthyosaures du Crétacé ils ressemblent quand même à mort à des dauphins, la convergence évolutive est extrêmement frappante. Mais pourtant, c'est issu de trajectoires évolutives extrêmement différentes. Une des explications qu'ils avancent dans l'article, c'est que les mysticètes, donc qui sont les plus gros cétacés, sont devenus gros après justement qu'il y ait eu un refroidissement du climat qui a amené des zones de upwelling, qui a donc ramené du krill, finalement, enfin qui ramène des nutriments qui nourrit le krill, et donc les cétacés ont commencé à évoluer des tailles gigantesques, par adaptation à cette nouvelle abondance de nourriture, on va dire. Un truc qu'il ne rappelle pas et qui, à mon avis, valait le coup d'être rappelé, c'est aussi que c'est l'énorme contribution des requins dans cette histoire. Les chondrichtiens, pas seulement les requins, les chondrichtiens en général. Puisque à l'époque des ichthyosaures, vous avez les hybodontiformes, qui sont les chondrichtiens dominants, et à l'époque des cétacés, vous avez les requins, qui sont les chondrichtiens dominants, en tout cas les chondrichtiens pélagiques dominants. Et les poissons cartilagineux, hein, les chondrichtiens, le fait est qu'au Trias, il n'y a pas tant de chondrichtiens que ça. En tout cas, on trouve certainement pas autant de chondrichtiens au Trias qu'on en trouve au début du Cénozoïque. Et donc ce retard, on va dire, d'évolution, et j'aurais bien aimé voir une discussion dans cet article, mais il n'en parle pas, mais à mon avis, ce retard d'évolution des mysticètes, enfin des cétacés en général, en termes de taille corporelle, ce retard doit avoir quelque chose à voir, à mon avis, avec les requins. Avec l'abondance de requins en général, à la fin du Crétacé et au début du Paléogène. Et après, il y a peut-être une influence aussi, parce que évidemment, ce qu'ils ont fait là, c'est mesurer le temps d'évolution depuis le premier fossile. Cette échelle là que vous voyez là de 0 à 150 millions d'années, c'est depuis le premier fossile jusqu'au dernier fossile. Enfin, jusqu'au plus récent, j'ai envie de dire. Or, peut-être qu'il nous manque une partie de l'évolution des ichthyosaures. Les ichthyosaures, ils apparaissent à 249 millions d'années, donc 3 millions d'années après la limite Permien-Trias. Il n'est pas complètement impossible, et ce sont déjà des animaux aquatiques. Voilà, quand ils apparaissent, ils ont déjà les mains transformées en palettes natatoires. Donc contrairement aux cétacés, en fait, on n'a pas encore d'ichthyosaures non aquatiques, alors que pour les cétacés, on a Pachycetus qui est quand même, qui est amphibie, mais il n'est pas complètement aquatique, alors que pour les ichthyosaures, on n'a pas encore de représentants amphibies, voire terrestres. Pour les cétacés, on a Pachycetus et on a Indoius qui, lui, pour le coup, a vraiment la morphologie d'un animal complètement terrestre. Donc peut-être qu'on a aussi un problème de préservation du registre fossile qui fait qu'il nous manque une petite ou une grosse partie du registre fossile des ichthyosaures qui fait qu'on a l'impression que d'un seul coup ils apparaissent et sont très diversifiés, alors qu'en réalité
On a juste une énorme lignée fantôme. Ceci étant dit, pour que les ichthyosaures, enfin pour que l'évolution en termes de taille corporelle des ichthyosaures puisse se caler avec celle des cétacés, il faudrait 50 millions d'années. Or, pousser l'origine des ichthyosaures 50 millions d'années à 50 millions d'années plutôt que 249 millions d'années, ça nous amène quand même au début du Permien. Donc un ichthyosaure du Permien inférieur, ce serait quand même balèze. Le Permien inférieur, je vous rappelle, c'est l'époque de Dimétrodon, quoi. Donc faudrait admettre qu'on ait une lignée fantôme d'à peu près 50 millions d'années et que cette lignée fantôme nous ramène à l'époque de Dimétrodon, à une époque où c'est la Pangée. À 250, il y a 300 millions d'années, la Pangée est encore assez solidement assemblée. Il n'y a pas beaucoup de mers, d'endroits, de côtes, j'ai envie de dire, qui seraient propices au développement d'espèces semi-aquatiques. À l'époque, l'espèce semi-aquatique la plus connue à l'époque, c'est Mesosaurus. Mais Mesosaurus n'a rien à voir avec un ichthyosaure, en tout cas pour autant qu'on sache. Mais c'est le plus célèbre des amniotes amphibies du début du Permien. Voilà. Bon, bref, c'est un article qui pose d'intéressantes questions, même si les réponses vont devoir attendre. J'ai envie de dire, les réponses vont devoir attendre. C'est en tout cas un article qui mérite bien d'être publié dans un gros journal comme ça. Le matériel est excellent, les études sont béton. Et ce qu'il nous apprend est vraiment très 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 intéressant. Donc ça, c'est que de la bonne. On reste dans le gigantisme avec maintenant Arthropleura. Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'invertébrés. Donc Arthropleura, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, le gros mille-pattes alors, il est connu pour être du Carbonifère, mais en réalité, les Arthropleuridés, ce sont les myriapodes. Du moins, on les interprète comme des myriapodes. Ce sont des myriapodes qui ont vécu au Carbonifère et aussi au début du Permien. Et donc, ces Arthropleura, ce sont des arthropodes qui sont connus pour être terrestres, d'une part. Donc, ce sont pas des crustacés, quoi. Ce sont vraiment des animaux qui vivent sur Terre, strictement sur Terre. Donc d'une part, ce sont des arthropodes qui sont connus pour être terrestres, mais aussi pour avoir atteint des tailles gigantesques. Donc comme d'autres arthropodes comme la Meganeuropsis ou Meganeura, qui sont ces libellules géantes, voilà. Les paléodictyoptères aussi. Enfin, vous avez plein d'autres arthropodes qui avaient le Carbonifère, c'est connu comme étant l'époque des arthropodes géants de manière générale, des arthropodes terrestres géants. Arthropleura est l'un des plus célèbres de ces arthropodes géants, avec la Meganeura par exemple. Vous avez Megarachné qui est devenu très connu à cause du reportage de la BBC, mais Megarachné en fait c'est pas du tout une araignée. Ils ont reclassé ça parmi les Euryptérides, je crois, si je me rappelle bien, donc les scorpions de mer finalement. Donc c'est plus un invertébré, enfin c'est plus un arthropode terrestre du coup, Megarachné, maintenant c'est redevenu un Euryptéride, donc un invertébré aquatique. Bref, Arthropleura, et donc on a un nouveau fossile de Arthropleura qui nous vient d'Angleterre et qui est un petit bout, alors d'une exuvie, c'est-à-dire, enfin un petit bout par rapport à l'animal, mais vous voyez là l'échelle elle fait 25 cm, donc on a un truc qui fait la moitié d'un mètre de long quand même, et c'est juste un fragment probablement proche de la tête, puisque vous voyez ici là c'est un bout de la tête apparemment qui est préservé, qui est redessiné là et qui se trouverait ici donc sur le spécimen. C'est un fragment d'une exuvie, c'est-à-dire d'une mue d'un arthropleuridé, puisque comme tous les arthropodes, il muait. Et donc cet article est très intéressant parce qu'il nous dit que c'est le plus gros fragment d'un Arthropleura qu'on ait jamais retrouvé, un individu dont la taille, enfin dont le poids, mais bon, je vous rappelle toutes les petites conditions qu'il faut mettre aux estimations de poids évidemment, mais c'est un individu donc dont le poids est estimé entre 55 et 87 kg, avec une longueur possible allant jusqu'à 2,60 m de long. Donc 2,60 m de long, c'est quasiment... c'est un être humain et demi, quoi. Hein.
de long. Bah, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Un gros myriapode donc est probablement le plus gros jamais découvert, en tout cas par des fossiles du corps, enfin des fossiles de l'animal lui-même. Donc on avait des grosses empreintes. Vous voyez ici, vous avez les empreintes représentées à l'échelle avec le fossile qu'ils viennent de découvrir. Hein. Donc avec une longueur estimée de 2,60 m. Et ici vous avez les empreintes. Donc on avait des empreintes qui allaient qui, selon les estimations, auraient pu appartenir à des individus de plus de 2 mètres, mais cet individu-là est de sa taille estimée plus grand et est le premier à être représenté par des fossiles, un fossile du corps en réalité, donc au lieu des empreintes uniquement. En France, on en a aussi de ces arthropleurides, et même des arthropleuras. On a une belle carte qui nous montre la distribution de tous les arthropleuras qui ont été découverts. Et en France, ici, vous voyez, on a à Mont-Soleil-Mines, notamment, un arthropleura quasiment complet, mais qui est petit, qui est conservé dans un nodule, dans une ancienne mine de charbon qui a été découvert. Donc ils ont cassé le nodule, et à l'intérieur du nodule, il y avait un arthropleura complet, mais c'est un petit spécimen, c'est pas un spécimen gigantesque comme celui-là. Mais en même temps, plus ils sont grands, et plus c'est difficile d'avoir du matériel complet. Donc on a quand même pas mal d'arthropleura en France et en Belgique, vous voyez. Donc partout, en fait, vous voyez, ça suit complètement la distribution des bassins miniers du Carbonifère. Ceci dit, arthropleura n'a pas seulement vécu au Carbonifère, mais a aussi vécu au Permien. Donc, vous voyez, il a quand même vécu jusqu'au début du Permien. Et ça a conduit à une discussion intéressante, je trouve, c'est qu'il y a cette idée qui est persistante et qui est souvent discutée, mais bon, c'est une idée qu'on garde à défaut de mieux, j'ai envie de dire, et qui est que c'est l'abondance d'oxygène qui a permis aux arthropodes de devenir gigantesques pendant le Carbonifère et le Permien. C'est vrai que le Carbonifère et le début du Permien, c'est là où il y a eu le plus d'oxygène sur Terre, avec des pics jusqu'à 30% d'oxygène au lieu de 20% comme aujourd'hui. Donc 21% il me semble aujourd'hui. Donc vous avez des pics de concentration en oxygène dans l'atmosphère au Carbonifère et au début du Permien, qui auraient permis donc aux arthropodes de mieux absorber l'oxygène. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas de poumons, ils ont des trous sur les côtés, et que ces trous sur les côtés amènent l'oxygène directement aux organes. Voilà, c'est efficace, mais pas tant que ça en réalité, parce que justement, si vous avez une concentration trop faible en oxygène, c'est un système qui devient très inefficace, et du coup vous êtes obligé de réduire la taille du corps pour augmenter proportionnellement la surface. Je vous rappelle que le volume du corps grandit au cube et la surface seulement au carré, donc plus vous avez de volume, moins vous avez proportionnellement de surface. Et comme en l'occurrence avec ce système qui envoie directement l'oxygène dans les organes, c'est la surface qui va être critique, bien plus que le volume. Donc là, la surface est le facteur limitant, ce qui fait que si vous avez une concentration moindre en oxygène, vous ne pouvez pas atteindre de grosses tailles. Donc la théorie qui est généralement la plus communément admise est que les arthropodes ont atteint de grandes tailles pendant le Carbonifère et le Permien parce que il y avait beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère. Il y avait une très haute concentration d'oxygène dans l'atmosphère. Et en fait là, cet article apporte un contre-argument assez intéressant, je trouve, qui est qu'en fait, Arthropleura n'a pas un registre fossile le registre fossile d'Arthropleura en fait ne se corrèle pas avec les pics de concentration en oxygène qu'on observe durant le Carbonifère et le début du Permien. Et à mon avis, l'argument le plus intéressant, c'est que le spécimen donc qui est décrit dans cet article-là, lui, provient d'une strate géologique qui s'est formée à une période durant laquelle la concentration en oxygène était seulement de 23%, contre les 30% qui ont eu lieu pendant ces fameux pics dont on vient de parler, ce qui n'est pas très différent de ce qu'on voit aujourd'hui, les 21% d'aujourd'hui. Donc le plus grand Arthropleura qu'on ait retrouvé jusqu'à présent n'a pas vécu à une époque où le taux d'oxygène était très différent de celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas d'insectes géants, on n'a pas d'arthropodes géants. Voici un Arthropleura géant qui vivait à une époque où où la concentration en oxygène n'était pas si haute que ça. Et et c'est une mue, ce qui veut dire que l'animal était vivant quand il a formé ce fossile et continuait de grandir. Donc ça veut dire que globalement,
cette mue appartient à un animal en bonne santé. Voilà, il avait pas l'air de galérer, il galérait pas sa race pour survivre, quoi. Donc c'est intéressant, moi je trouve, et même si, à mon avis, l'hypothèse de l'oxygène, de la haute concentration en oxygène a encore un bel avenir devant elle, parce qu'elle explique un peu trop bien ce qui s'est passé avec les arthropodes à cette époque, c'est intéressant de voir que justement il y a des éléments contre qui sont découverts même encore aujourd'hui. On reste chez les invertébrés avec maintenant les céphalopodes, nos mollusques céphalopodes, les poulpes. Donc les poulpes dont le plus ancien fossile, enfin les poulpes, les céphalopodes, pas les poulpes, le plus ancien fossile de poulpe il vient d'Ardèche, du fameux gisement de la Voulte-sur-Rhône, et il date donc du Jurassique si je ne m'abuse, mais le plus ancien fossile de céphalopodes jusqu'à cet article datait de la fin du Cambrien, et maintenant il nous propose un nouveau fossile, vous voyez ici, qui ressemble beaucoup à un orthocère. Vous voyez ici donc les cloisons, ici les chambres qui ont des cloisons relativement simples comme un orthocère, et vous voyez ici le siphon, alors en position ni totalement centrale ni totalement excentrée, donc ça rappelle à la fois les orthocères et les ammonoïdes, mais en tout cas on a un très beau fossile ici. Vous voyez que là par exemple typiquement le siphon a quand même l'air plus en position excentrée comme les ammonoïdes. Mais bon, en tout cas, il y a un siphon, il y a des cloisons, donc il y a des chambres à l'intérieur de ce cône, donc ça ressemble quand même vachement à un orthocère, à l'idée qu'on se fait en général d'un céphalopode du début du Cambrien. Donc ce céphalopode, il nous est dit qu'il a 522 millions d'années, qu'il nous vient donc de Terre-Neuve, Newfoundland au Canada c'est Terre-Neuve, et si on accepte ce fossile comme étant un céphalopode, eh bien il repousserait l'origine des céphalopodes de 30 millions d'années en arrière. C'est un changement assez radical là qui vient de se produire, et donc ça aligne aussi un peu mieux le registre fossile avec ce qu'on sait de la génétique, parce qu'avec la génétique on utilise l'horloge moléculaire qui permet de dater l'origine de certains groupes en l'absence d'un registre fossile, et en l'occurrence les céphalopodes, il y avait une grosse lignée fantôme, il y a toujours une grosse lignée fantôme d'ailleurs entre l'origine mesurée par horloge moléculaire et le premier fossile, mais maintenant, en tout cas, cette lignée fantôme est raccourcie. Si on admet encore une fois l'identification de ce fossile comme étant un céphalopode, cette lignée fantôme est désormais raccourcie de 30 millions d'années, donc c'est quand même pas rien. Sans transition, on retourne aux êtres humains. Pour une fois, on va terminer avec les êtres humains. Alors, on va pas exactement terminer avec les êtres humains, puisqu'on a encore tous les rattrapages à faire, mais en tout cas, voilà, premier article de 2022. Voilà, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était ce qui était sorti pendant les vacances en 2021. Premier article de 2022. Et ce premier article de 2022 concerne Homo luzonensis. Donc si vous ne savez pas qui est Homo luzonensis, je vous mets un petit lien dans la description. Faites-moi penser à le mettre comme d'habitude si j'ai oublié. Petit lien dans la description vers la vidéo que nous avons faite. Nous avons fait une vidéo entièrement consacrée à cet Homo luzonensis pour expliquer ce que c'était, d'où il sortait, etc. Pour vous la faire courte, Homo luzonensis, c'est un nouveau représentant du genre Homo qui vient d'Asie, qui vient des Philippines, et qui a été découvert il y a seulement 2-3 ans. Voilà. Et donc, il y avait une grande question il y a toujours une grande question sur, mais d'où vient Homo luzonensis? Il est suffisamment différent des autres espèces du genre Homo pour qu'on lui attribue sa propre espèce, mais d'où que c'était qui sort, cet Homo luzonensis? C'est quoi son histoire à lui? Eh bien, ce que nous apprend cet article, alors en étudiant les dents, avec des techniques morphométriques assez pointues, que je n'ai pas besoin de détailler pour vous en expliquer les résultats, mais en gros, ce que nous dit cet article, eh bien, c'est que Homo luzonensis, en fait, déjà, il faut voir la taille des dents d'Homo luzonensis, donc CCH, le numéro qui commence par CCH, c'est Homo luzonensis, donc vous voyez, vous prenez les prémolaires, vous les comparez à Homo erectus, à Néandertal, eh ben vous voyez qu'elles sont plus petites, elles sont relativement similaires en termes de taille à celles de l'homme de Flores, qui est représenté ici par LB1. Pareil pour les molaires, vous avez CCH, donc Homo luzonensis, là vous avez Homo erectus, vous avez molaire de Néandertal, et ici vous avez une molaire de Homo floresiensis, l'homme de Flores. Vous voyez que les tailles sont assez similaires, donc
déjà, il est très fortement possible que Homo luzonensis et comme Homo floresiensis subissent ce qu'on appelle un nanisme insulaire, c'est-à-dire que les Philippines, c'est une île, et c'est pas nouveau que ce soit une île, c'est une île depuis très longtemps, enfin ce sont des îles, en l'occurrence, les Philippines. Donc les Philippines, c'est un ensemble d'îles, c'est un archipel depuis très longtemps, et donc il n'est pas impossible que Homo luzonensis soit arrivé depuis le continent asiatique, se soit installé dans les Philippines, et ait subi un nanisme insulaire, à l'image de ce qui est arrivé à Homo floresiensis, l'homme de Flores. Donc ça déjà, c'est ce que la taille, juste la comparaison de la taille des dents semble nous indiquer. Maintenant la grande question, c'est quelle était cette population ancestrale d'Homo qui a donné naissance à Homo luzonensis par nanisme insulaire. Et donc ce que nous indiquent les analyses de Zanoli et de ses collègues, Zanoli qui est un chercheur français d'ailleurs, qui est basé à Poitiers si je ne m'abuse, non Bordeaux. Il est basé à Bordeaux. Donc Clément Zanoli, qui nous avait parlé déjà dans notre autre vidéo de Homo luzonensis, puisqu'il est impliqué dans la découverte et la description depuis le début, eh bien il a comparé, donc il a fait tout un tas d'analyses sur les dents, des analyses morphométriques, et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que sur toutes les analyses, ou presque, Homo luzonensis n'est pas loin de Homo erectus, sauf quelques résultats par-ci par-là, ce qui veut dire qu'il est plus raisonnable d'interpréter Homo luzonensis comme étant une variante d'Homo erectus qui a rétréci sous l'effet d'un nanisme insulaire, que de l'interpréter comme étant un descendant d'Homo sapiens ou de n'importe quelle autre espèce du genre Homo. À noter que, évidemment, puisqu'on n'a pas de dents de Denisova dans cette analyse, on n'a pas pu comparer Homo luzonensis à Denisova. Ceci dit, on s'attend quand même à ce que Denisova soit relativement proche de Néandertal, qui a été inclus dans cette analyse, et Homo luzonensis ne ressemble pas du tout à Denisova, donc à Néandertalensis, donc il n'y a pas de raison de penser qu'il aurait pu ressembler à Denisova. Là, on a quand même un signal assez cohérent pour interpréter Homo luzonensis comme Homo floresiensis d'ailleurs, comme étant un descendant d'Homo erectus asiatique qui s'est adapté à la vie insulaire par nanisme. Donc c'est un article qui est très important puisque il trace pour la première fois, on va dire, une ligne de parenté entre Luzonensis et Homo erectus. Et c'est parti pour les rattrapages, et puisqu'on parlait d'êtres humains, eh bien on va rester dans les homininés, avec un article de 2021 que j'avais laissé passer parce qu'il était sorti en même temps que d'autres trucs super intéressants et que du coup je les zappais. Mais je l'ai vu passer, mais j'ai choisi de ne pas en parler dans les Paléo News, donc je le fais maintenant pour les rattrapages. Il s'agit de possibles empreintes attribuées à un nouvel homininé de Tanzanie. Donc les empreintes de Tanzanie, elles sont très connues, ce sont les fameuses empreintes de Laetoli, dont vous voyez une photo ici, et donc il faut savoir que les empreintes de Laetoli, qui sont surtout célèbres pour une piste, en réalité n'ont pas qu'une seule piste, il existe une autre piste d'empreintes attribuées à des êtres humains, ou du moins attribuées à des animaux bipèdes, et cette autre piste, eh bien, elle vient d'être étudiée ici dans un nouvel article publié dans Nature, donc un gros article, quand même, du gros papier, avec des gros noms de la paléoanthropologie dedans, comme De Silva, Jérémy De Silva par exemple, des autorités dans la matière, j'ai envie de dire. Et donc ces empreintes, elles sont un peu dures à interpréter, puisque comme vous voyez, les contours sont pas très homininés. Vous voyez que comparé aux empreintes de Laetoli, ces empreintes, elles font pas très hominini. Alors on croit distinguer un pouce opposable ici, avec le reste des orteils qui serait là, le talon qui est ici, une certaine voûte plantaire plus ou moins ici, mais quand même l'empreinte est super large en fait. C'est ça le truc surtout c'est ça qui vous dissuaderait, on va dire, d'interpréter ça comme un hominini. Initialement, elles ont été interprétées comme étant une piste d'ours bipèdes, puisqu'il y avait des ours à l'époque. En Afrique, il y en a plus aujourd'hui, mais il y en avait à l'époque. Donc elles avaient été interprétées comme une empreinte de possible ours, une piste de possible ours en posture bipède. Et là, ils les réinterprètent définitivement comme empreintes d'hominini. Et comme elles sont très différentes des autres empreintes de Laetoli, celles-là,
eh bien du coup ils disent que ça appartient peut-être à une autre espèce d'homininés qui vivait dans la région. Les empreintes de l'Aetoli étant classiquement interprétées comme appartenant à Afarensis, Australopithecus afarensis, c'est-à-dire Lucie, l'espèce auquel appartiendrait Lucie. Bon, le truc avec les empreintes, c'est que en fonction de la densité du sol, vous allez avoir une même espèce va faire des empreintes extrêmement différentes. Notamment les orteils ont tendance à s'écarter quand le sol est très mou, ou à se rapprocher quand le sol est très dur. Et puis les empreintes vont être beaucoup plus larges en fait dans un sol mou, parce que vous avez évidemment le pied va rentrer, la boue va s'effondrer au-dessus du pied, mais quand le pied ressort, il repousse les bords et du coup ça fait une empreinte un peu explosée. Donc c'est un peu ce qu'on observe là, quoi. Donc c'est assez difficile de dire à qui appartient une empreinte. Et quand vous avez deux morphologies d'empreintes différentes, la première chose qu'on vous apprend globalement, c'est à surtout pas conclure que les deux empreintes appartiennent à deux espèces différentes. Chez les dinosaures, typiquement, vous avez les fameuses empreintes à 3 doigts, et vous allez avoir plus ou moins de métatarses imprimés dans la boue, et vous allez avoir les doigts plus ou moins écartés en fonction de la solidité de la boue, de la consistance de la boue. Donc il faut généralement, enfin c'est le premier truc qu'on apprend en ichnologie, en paléoichnologie, il faut se retenir de dire à différentes empreintes appartiennent différentes espèces. Et donc là, dire que parce que ces empreintes sont différentes, alors c'est un hominidé différent qui les a fait, c'est à mon avis une hypothèse assez lourde à produire. Je sais pas si elle tiendra sur la longueur ou pas, mais bon. Après, à côté de ça, je veux dire, le chevauchement d'espèces d'hominidés, le fait qu'il y ait plusieurs espèces d'hominidés qui ont vécu au même moment, au même endroit, ça c'est pas nouveau non plus. Donc c'est pas impossible, évidemment, mais normalement c'est quelque chose qu'on se retient de faire. Et on termine, non pas avec des homininés, mais avec des mammifères, et avec les trucs que j'aime le plus, à savoir de la paléogénétique, parce que je trouve ça fascinant, moi, qu'on arrive encore à extraire de l'ADN et des protéines de fossiles qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc cet article, il s'intéresse à Canis dirus, donc le fameux loup géant d'Amérique du Nord qui vivait à l'époque de Rancho La Brea. Alors le Rancho La Brea, c'est ce dépôt de bitume très célèbre près de Los Angeles où on a retrouvé des centaines et des centaines de carnivores. C'était un piège à carnivores, donc on a beaucoup de tigres à dents de sabre et beaucoup de Canis dirus. Je sais pas trop comment traduire ça, mais en tout cas des loups géants. Qui ont été retrouvés et qui datent c'est ce qu'ils disent là, entre 13 000 et 50 000 ans. Et on n'en a pas retrouvé que à Rancho La Brea, évidemment, mais c'est le site iconique d'Amérique du Nord. Et donc de ces os, ils ont réussi à extraire non seulement des protéines, d'anciennes protéines, du collagène, mais aussi un petit peu d'ADN, et notamment de l'ADN mitochondrial, ce qui leur a permis de faire des analyses phylogénétiques basées sur l'ADN, et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est cet arbre phylogénétique, ici, avec le chien et le loup ici, Canis lupus, ici les autres canidés, voilà, donc le loup d'Éthiopie, le loup africain, le coyote, donc les autres membres du genre Canis qui sont ici, qui se branchent proche du chien et du loup. Et ici, vous avez donc les licans, vous avez les cuons, et vous avez ici les chacals, on dit pas les chacos, là vous avez les chacals, qui forment un clade entre eux, et qui appartiennent donc alors ici, ils les ont notés Canis Mesomelas et Canis adustus, mais en réalité, le chacal, c'est un genre différent. En fait. Donc en réalité, ça devrait pas être Canis adustus et Canis Mesomelas, mais Lupulella Mesomelas et Lupulella adustus. Et donc, où vient se mettre le Canis dirus dans cette histoire? Il ne vient pas se mettre aux côtés du loup Canis lupus, comme son nom pourrait l'indiquer. D'ailleurs, Wolf, ça suggérerait quand même qu'il vient se mettre du côté de Canis lupus. Non, il vient se mettre complètement à l'extérieur. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que la morphologie en fait du crâne est complètement convergente en réalité avec celle du loup. Elle a cette morphologie crânienne, que pourtant vous mettez un crâne de Canis dirus et un crâne de Canis lupus l'un à côté de l'autre. Le Canis dirus, on a vraiment l'impression que c'est juste la version agrandie d'un crâne de Canis lupus, quoi, d'un crâne de loup. Ça ressemble trait pour trait
un crâne de loup, mais en plus gros et avec des muscles, enfin des insertions musculaires plus grandes. Eh ben non, en fait, c'est juste une convergence évolutive, donc c'est les deux espèces qui ont évolué dans une même direction, à savoir l'hypercarnivorie. Donc ça déjà c'est une nouvelle chose, et du coup, vu que le genre Canis finalement se réduit à Canis simensis, Canis lupaster, Canis latrans et Canis lupus, hein, je rappelle que les chacals appartiennent à un autre genre, Lupulella, eh ben il n'y a plus aucune raison de considérer que les Canis dirus sont autre chose qu'un nouveau genre, et donc il propose un nouveau nom de genre, et ce nouveau nom de genre, c'est Aénotion. Donc maintenant, Canis dirus ne s'appelle plus Canis dirus, mais Aénotion dirus. Et c'est confirmé par cette nouvelle analyse phylogénétique. C'est la grande classe. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.